C'est bon, c'est parti. Merci à tous de venir assister à cette conférence qui s'intitule « Les attentes des candidats en 2023 ». Donc, je suis contente parce que les cancres qui sont plus candidats à des postes se sont mis au fond. Et, et vous qui êtes potentiellement des candidats, vous êtes mis devant. Ah oui, les bons élèves, finalement. Alors, pour préparer cette conf, je me suis mise dans la peau d'une étudiante à qui on a demandé de faire ses devoirs et pour pouvoir te poser des questions pertinentes. Du coup, comme une étudiante de 2023, j'ai demandé à ChatGPT de préparer une intro pour une conf sur les attentes des candidats en 2023. Alors, comme je trouvais ça pas trop mal, parce que j'ai pu discuter avec lui, le réorienter, je vais vous faire écouter son introduction et du coup, ça m'évite de le faire. Avant la pandémie de Covid-19, le marché de l'emploi était en pleine croissance, avec des entreprises en constante expansion, des taux de chômage bas et une forte demande de talents qualifiés. Les candidats avaient des attentes élevées pour leur recherche d'emploi, cherchant des opportunités de carrière à long terme, des salaires compétitifs et des avantages sociaux. Mais la pandémie de Covid-19 a bouleversé le marché de manière significative. Les entreprises ont dû s'adapter rapidement pour faire face au confinement et aux restrictions. Et de nombreux employeurs ont dû mettre en place des actions comme une politique de travail à distance pour maintenir leurs opérations. La pandémie a également entraîné une contraction économique, des pertes d'emplois massives et une forte concurrence sur le marché des emplois. Le marché de l'emploi a donc évolué et continue dans cette lignée. Les candidats recherchent des opportunités de carrière à long terme, des salaires et avantages compétitifs, une culture d'entreprise forte et une certaine flexibilité dans leur travail. En outre, les entreprises doivent prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux pour attirer et retenir les meilleurs talents. Cette conférence examinera en détail les attentes des candidats sur le marché de l'emploi en 2023 et comment les employeurs peuvent y répondre pour maintenir leur compétitivité et attirer les meilleurs candidats. Voilà. Merci, ChatGPT. Et ça me met la pression, parce qu'il faut que j'arrive à tenir le niveau de l'intelligence artificielle. Du coup, merci Adrien de te prêter à l'exercice. Tu es Head of Sales chez Welcome to the Jungle, qui est un média, ça veut dire responsable des ventes, globalement. Adrien, est-ce que tu peux nous dire, ça fait un petit peu plus de 3 ans que tu es chez Welcome, tu me l'expliquais, quel est ton parcours avant d'arriver dans le média ? Déjà, merci en tout cas de m'accueillir pour la 2e fois de la journée. Pour mon parcours, je vais faire quand même assez synthétique. Le but, c'est plus qu'on parle des attentes des candidats. J'ai 37 ans, j'ai 2 petites filles de 3 ans et de 6 ans. Je pense avoir eu un parcours au départ assez classique. J'ai grandi dans la banlieue de Lyon. J'ai fait une école de commerce qui me permettait de pouvoir faire plein de stages et de partir à l'étranger. Donc j'ai eu des expériences en Angleterre. Ensuite, je suis parti vivre dans un pays exotique, l'Estonie. Et puis j'ai commencé ma carrière, j'ai fait 3 ans et demi en Chine, où j'ai travaillé dans l'organisation de salons B2B et B2C sur plein de thématiques différentes. Donc au départ, je suis arrivé en stage, je gérais de la prospection commerciale, ensuite je suis passé commercial, ensuite je suis passé manager et directeur de salon sur plein de thématiques dans un moment où la Chine était en pleine explosion, expansion. Enfin, c'était un moment extrêmement stimulant et culturellement génial. Je suis revenu en France et là, je suis rentré chez Apple. J'ai fait 8 ans chez Apple au démarrage des Apple Store, à Lyon, ensuite à Val d'Europe, à côté de Disney. Et ensuite, j'étais manager de l'Apple Store d'Opéra. J'ai passé 6 mois en Californie pour développer un programme qui permet de détecter les achats professionnels dans les Apple Store, les achats d'entreprise. Et ensuite, j'étais au siège d'Apple à Paris, où j'étais en charge des plus grands comptes clients et des partenariats et des visites que pouvait faire Tim Cook, le patron d'Apple en France. Et puis en 2019, j'avais envie de retrouver un environnement qui soit un peu plus excitant. Je sentais que c'était en train de monter dans pas mal d'entreprises sur la tech. Et j'ai eu la chance de pouvoir être approché par Welcome to the Jungle, qui était que je connaissais parce qu'il y avait des articles ultra modernes que j'envoyais souvent moi à mes petits frères sur le travail qui me posaient beaucoup de questions sur le sujet, ou à ma femme, à ma mère. Et là, j'ai eu une rencontre avec 3 personnes qui m'ont beaucoup marqué sur l'attention aux produits, sur la volonté de vouloir avoir un impact sur la société. Et il y avait une centaine de personnes, tout le monde avait l'air très focalisé sur la volonté, l'engagement. Et donc j'ai rejoint la boîte en octobre 2019, quand on était une centaine. Et au départ, je suis arrivé en tant que sales,
en vente, en commercial. Et au bout de 5 mois, ils m'ont demandé de récupérer une équipe. Et au bout de 5 mois, ils m'ont dit, bon, en fait, c'était en pleine pandémie, c'était vraiment la méga galère. Tout le monde avait un peu peur du confinement. Il y avait une tension, je pense, humaine qui avait été sur une population, nous, en plus, qui est assez jeune, avec beaucoup de personnes qui étaient dans des petits apparts parisiens, qui étaient assez stressés. Et on m'a demandé si je voulais piloter l'équipe. Et donc, c'était il y a 3 ans. Et en quelques mots, du coup, Welcome to the Jungle, on sait que c'est un site de contenu. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est, ce site? Ouais. C'est quoi le modèle économique juste en quelques mots pour comprendre? Tu as raison en tout cas de le souligner. Le modèle de Welcome aujourd'hui, en tout cas la raison pour laquelle on est très exposé et connu, c'est qu'on produit énormément de contenu sur le monde du travail. Pour nous, c'est important d'être un des explorateurs de ce sujet-là qui a énormément évolué au cours des 5-10 dernières années. Ce qu'on avait décelé, enfin, je vous dis, le fondateur de Welcome, surtout Jérémy, trouvait que le parcours du candidat, il était assez anxiogène, il n'y avait pas beaucoup de contenu de qualité. Et donc, ce qu'il avait voulu, c'est lui créer une stratégie de contenu avec des journalistes, Welcome to the Jungle, dans un média qui n'est pas sponsorisé, pas dilué par de la publicité, pour pouvoir rassurer, donner des pistes aux candidats ou aux collaborateurs dans les entreprises ou les gens en reconversion, pour comprendre les différentes pistes qu'on peut ouvrir sur les sujets de l'emploi. Le modèle économique, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est des spécialistes de la marque employeur, on accompagne les entreprises à pouvoir construire une vitrine pour les candidats qui nous font confiance sur justement les sujets de l'emploi, à venir ensuite exposer les différentes facettes de leur marque employeur, leur culture, leurs valeurs, donner la parole aux collaborateurs. On vient produire du contenu photo, vidéo dans les entreprises, et on leur permet de pouvoir diffuser des offres d'emploi et avoir accès à une solution de gestion de candidature. Vraiment une solution un peu 360 pour les entreprises. Merci. Du coup, on a posé le cas de qui tu es, pourquoi tu travailles. Et maintenant, on va voir si Lia a raison. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon de l'évolution du marché de l'emploi depuis la crise Covid et aujourd'hui? En tout cas, c'est large comme question. En tout cas, de ma fenêtre... Est-ce qu'il y a un rapport de force qui a changé globalement? En tout cas, on en a beaucoup entendu parler. Je pense que l'actualité sur le sujet du travail, et notamment avec le sujet des retraites, la crise sanitaire, il y a beaucoup de débats sur la table actuellement. Un débat qu'on a beaucoup eu post-Covid, ça a été la notion de sens, la notion des métiers qui avaient été catégorisés comme essentiels ou non essentiels. Nous, on a voulu vraiment rassurer les gens sur... le fait que c'était normal de se poser des questions dans cette période. Je pense que tout le monde s'est posé des questions sur est-ce que j'ai envie de garder ce job, est-ce que je peux le pratiquer à distance, est-ce que c'est pas le moment de faire quelque chose de différent. Il y a eu beaucoup de questions post-Covid donc sur les questions de sens au travail, beaucoup de questions sur la flexibilité du temps de travail, la localisation du travail, est-ce que ça peut se faire différemment. Donc c'est des attentes qui ont été remontées par les candidats, mais les employés également auprès des entreprises, auprès des personnels RH, mais je pense entre collaborateurs. Depuis un an, on voit un critère qui remonte fortement de la part des candidats ou des employés qui sont sur la notion quand même de salaire, qui sont liés à l'inflation, qui sont liés à la hausse des taux d'intérêt, la difficulté désormais qui revient sur le marché d'accessibilité au prêt, à la propriété. Globalement, en tout cas, sur les méga trends que nous, on constate, il y a ces notions de culture qui sont extrêmement sollicitées de la part des collaborateurs, de comprendre dans quel environnement j'arrive, donc les notions de transparence. La culture, ça englobe énormément de facettes, mais globalement, c'est comment je vais me sentir dans une société en me connaissant et en comprenant les attentes que j'ai envers elle. Il y a la notion de transparence qui revient régulièrement sur... je pense qu'il y a des choses qui sont plus acceptables aujourd'hui sur... bon, ça, c'est une conviction très personnelle, mais les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, le fait d'avoir une relation avec son manager qui soit difficile. Je pense que c'est des choses qui sont des bons débats et sur lesquels il faut que les entreprises puissent être toutes informées en termes d'attente candidat. Du coup, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais je pense qu'on n'avait pas forcément le même public. Le process de la phase de recrutement a, elle aussi, évolué. En fait, c'est plus les attentes des candidats qui ont évolué. Aujourd'hui, il y a une forte
tension, volatilité sur le marché du travail qui fait qu'aujourd'hui, une des clés de succès pour les entreprises, c'est de pouvoir répondre rapidement et d'avoir un processus et des étapes de qualification des candidats, de réponse, que ce soit oui ou que ce soit non, et une rapidité à pouvoir formuler une offre qui devient l'une des étapes les plus marquantes du parcours candidat. Ça peut être le cas pour des parcours de mobilité interne. Quand on ouvre un poste, nous, chez Welcome to the Jungle, on a fixé de pouvoir organiser les entretiens et les réponses en moins de 7 jours, un peu comme sur la phase de recrutement sur de l'externe. On estime qu'on doit apporter la même considération, la même rapidité à nos collaborateurs que sur ce qu'on s'est fixé sur l'externe. Donc on ne rencontre plus le DRH, le RH, le RRH région, jusqu'au manager et les équipes. Il n'y a plus 6 à 7 phases d'entretien. En fait, ce qui a changé dans le parcours candidat, c'est que le candidat, quand il arrive en entretien, il s'est déjà informé sur 5 ou 6 points de contact, ce qui existait moins précédemment. Vous avez des candidats qui vont aller connecter directement sur LinkedIn avec des employés pour pouvoir leur poser des questions. Vous avez des candidats qui vont aller se renseigner sur l'authenticité de la marque à travers les réseaux sociaux, qui vont aller les suivre sur Instagram, qui vont aller les suivre sur LinkedIn, puis aller vérifier que c'est les mêmes messages en termes de cohérence qui sont portés sur le site carrière, puis aller refaire un check sur Glassdoor pour voir s'il n'y a pas des avis négatifs. Aujourd'hui, vous avez des candidats qui sont extrêmement informés. C'est un parcours que l'on constatait avant sur des choses qui étaient plutôt dans la sphère du loisir, sur la réservation d'hôtels, de restaurants, et aujourd'hui qui s'est transposé sur la sphère professionnelle. On note tout. Ouais, exactement. Et donc, je pense que ça nivelle par le haut, en fait, moi, la responsabilité des entreprises à pouvoir être cohérent, à pouvoir communiquer de façon sincère et à même donner la parole aux collaborateurs. Du coup, quand on est en entretien, qu'est-ce qu'on attend d'un candidat qui s'est déjà renseigné? Est-ce qu'on le teste? Est-ce qu'on est dans un rapport d'égal à égal? Comment tu vois ça actuellement? C'est pareil, hein, je pense que je vais répondre avec un point de vue assez personnel de ma fenêtre. Moi, j'aime pas trop ce rapport de force. En fait, quand j'arrive en entretien, j'aime bien que ça soit équilibré, j'aime bien que ça soit naturel. Alors, chez Welcome to the Jungle, on a un processus où on vient tester des valeurs différentes, des comportements attendus sur la notion de risque, sur la notion d'intégrité, la capacité à prendre des paris. Et donc ça, c'est des choses qu'on va venir tester sur 4 ou 5 entretiens. Et j'essaye, moi, toujours de mettre le collaborateur, le futur collaborateur, le candidat à l'aise. Parce que je ne suis pas dans une posture où aujourd'hui, les entreprises sont en capacité de pouvoir se mettre dans le fait d'avoir énormément de candidatures et peu de place. On est plutôt dans un rapport inversé. Je trouve que c'est de même plus sympa dans la conversation de ne pas mettre ces notions de force, de brutalité. Enfin, et en l'occurrence, je pense que les gens n'aiment plus ça. Et toutes ces phases de test, tu dis 4 à 5 entretiens, vous arrivez à les tenir sur 7 jours? Ou c'est des tests que vous faites faire à la maison sur un PC Non, nous, on n'a pas trop... Des tests valeurs, c'est plus on a des questions à poser pour venir valider des valeurs, mais on n'a pas de... Chez Welcome to the Jungle, en tout cas, on ne met pas en place des tests ou des use cases à faire. Excepté, il y a eu 3 ou 4 postes très spécifiques sur lesquels on l'avait mis en place, mais en tout cas, moi, sur les populations commerciales, on n'a pas ce genre de tests dans la phase d'entretien. En l'occurrence, je pense que ça dépend des cultures de boîte. Quand c'est très précisé, nous, il y a des sociétés qui font venir le candidat une journée avec les collaborateurs dans l'entreprise pour voir s'il fit bien avec la boîte. Ça, je pense que c'est à chaque entreprise d'être très explicite sur le parcours candidat pour pas qu'il y ait d'incompréhension, d'incohérence avec ce qui va être proposé, ce qui va être détaillé. Alors du coup, tu as dit un peu le marché. On essaie de réduire les phases d'entretien plus courtes. Les attentes sont plus terre à terre, ou en tout cas plus transparentes de la part des candidats, mais aussi des recruteurs. Donc une fois qu'on a ça, quelles sont les clés d'un entretien réussi pour un candidat? Est-ce qu'il peut se dire, j'ai fait ça, ça et ça, c'est bon, j'ai mis toutes les chances de mon côté? Je pense que c'est pas facile pour les candidats, parce qu'en passant d'une entreprise à une autre, il y a des attentes, il y a des cadres sur lesquels il faut être assez agile. Je sais que nous, on essaie de partager beaucoup de feedback entre les phases d'entretien pour que d'un entretien à l'autre,
on puisse donner des clés, que le candidat qui, par exemple, sur une présentation, n'aura pas été extrêmement synthétique, n'aura pas su associer des compétences à des expériences, on va venir un peu l'aider, le réaiguiller pour qu'il puisse avoir un parcours chez nous dans la phase de candidature qui soit positif. Je dirais que il y a beaucoup de candidats qui sont très informés. Moi, c'est plus sur l'étape de candidature. Il y a quelque chose sur lequel on est très sensible. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, je regarde vraiment, moi, les CV en diagonale. C'est même quelque chose qu'on regarde moins. Par contre, la qualité des réponses. Nous, on n'a pas de lettre de motivation, par exemple, mais on a 3 questions que l'on pose. Et le niveau de détail, de personnalisation à ces questions-là, c'est l'élément sur lequel on est le plus sensible, je dirais, du côté recruteur. Si j'étais à la place les conseils que je donne à mes amis, à ma famille, que je peux vous donner, c'est justement de faire passer un temps conséquent à pouvoir venir piocher des informations que vous allez pouvoir trouver dans votre parcours candidat pour venir personnaliser vos motivations à rejoindre une boîte. Ça a beaucoup plus d'impact aujourd'hui que le CV. Et c'est ça qui fait la différence pour déclencher les premières étapes d'un entretien. Ouais, tu me voles ma question d'après. J'allais dire comment on passe d'un CV à chouette, je suis rappelé, j'ai un rendez-vous. Donc j'entends de mettre en exergue tes motivations personnelles et tes compétences au profit des attentes de l'entreprise. Je peux donner un autre tips. Ça marche très bien en tout cas. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes non plus. Je trouve que les réponses synthétiques en 3-4 lignes, on a des questions, c'est qu'est-ce que tu connais du média de Welcome to the Jungle? Est-ce qu'il y a une entreprise sur le site qui t'a donné envie? Et pour toi, pourquoi est-ce que la culture, par exemple, de l'entreprise sur la politique de télétravail est importante? On va personnaliser les questions, mais c'est-à-dire qu'entre 3 et 4 phrases, c'est assez pertinent. On n'a pas besoin de revenir sur les caractéristiques de l'emploi en France pour que nous, on y soit sensible. Par contre, dans les formats quand même de CV et même la capacité à être un peu plus original, on a vraiment des super bonnes surprises. On avait une candidate qui nous a rejoints et qui travaillait chez Alan, qui est vraiment une des plus belles startups françaises. Et ça m'a vraiment marqué parce qu'elle nous a fait un CV sur Notion, qui est un outil knowledge base qui peut vous permettre de pouvoir gratuitement rentrer du contenu, et en tout cas avec une lecture qui est extrêmement simplifiée. Et en fait, elle avait transposé sur son CV sur cet outil-là. Et c'est la première chose sur les 4 entretiens dont on lui a parlé. Parce que c'était un peu différent, parce qu'elle se présentait sur un aspect à travers un outil qu'en plus nous on utilise et qu'on avait partagé sur Welcome to the Jungle comme étant l'outil de référence sur la formation et l'apprentissage des collaborateurs en interne. Et là, c'était la touche un peu de génie d'avoir utilisé cet outil-là. C'est la raison pour laquelle on l'a tout de suite recontacté. C'est pas la raison pour laquelle on l'a embauché, mais ça fait une énorme différence entre 2 candidats. Donc, je dirais que le CV, il est quand même moins utilisé qu'auparavant, plutôt sur on va pas regarder. J'ai l'impression que dans les entreprises plus modernes actuelles, elles ont compris que le plus important, c'était les compétences et le fait de pouvoir transposer les comportements d'une personne d'un univers à une autre, qu'on est de plus en plus à l'aise pour pouvoir avoir le maximum de complémentarité dans les équipes, de soft skills pour créer une énergie au sein d'une culture de boîte, et que ça sert à rien d'avoir 20 clones. Heureusement que moi, j'ai pas que des gens qui ont fait une école de commerce dans mon équipe, parce que ça serait assez pauvre en termes de richesse intellectuelle. On a des gens qui étaient dans les RH, on a des gens qui étaient profs de sport avant, on a des gens qui étaient sur des univers très différents. Et c'est ça, je pense, qui apporte la richesse à une culture de boîte. Mais c'est aussi ce qu'il faut réussir à apporter dans un CV. Et quid des gens qui sont en reconversion professionnelle, qui, j'ai le sentiment, en France, on fait une erreur et donc du coup, ils doivent se justifier, faire du storytelling, alors que dans les pays anglo-saxons, c'est preuve d'une force, d'innovation. Tu as la question de reconversion professionnelle, tu as la question d'échec, tu as la question de tu as pu passer dans une boîte avant et puis en fait ça ne correspondait pas en culture de boîte, donc tu n'es pas resté longtemps. Nous, on a quelqu'un qui est devenu une des stars de l'équipe, qui était restée elle n'a pas été retenue dans sa boîte précédente en période d'essai. Alors généralement, sur un biais très traditionnel, je ne pense pas que ça soit un signal sur lequel on peut se dire qu'on va être en confiance pour pouvoir prendre le collaborateur. Moi, j'ai essayé de creuser dans l'entretien, parce que j'avais bien aimé la réponse à ces questions, justement. Et c'était vraiment une culture assez toxique du résultat
une phase d'onboarding qui avait été un peu ratée. Je pense que c'était quelqu'un, en tout cas, qui avait une certaine sensibilité, une émotivité. Et on en a beaucoup discuté parce que je pense que c'était très pesant pour elle et c'est quelque chose qu'on est venu casser dès le départ de l'entretien. Parce qu'elle a su être très explicite sur pourquoi, en fait, elle avait peur de revenir dans une société, que ça soit le même type d'effet un peu pervers. On en a beaucoup parlé. C'est aussi sur quelque chose sur lequel nous, on a été très transparent sur la durée de l'onboarding, le type de management et de culture qu'on avait chez Welcome to the Jungle. Là, ça fait 14 mois, elle vient d'être promue, c'est une des stars de l'équipe. Et j'ai l'impression que c'était juste une notion de confiance, mais de ne pas rester sur certains types de biais quand on arrive sur des entretiens comme ça. L'autre, parce que je ne réponds pas du tout à ta question, je dirais que le plus difficile quand on a une reconversion, qu'on a eu un échec, c'est de réussir, on en parlait juste avant, à catégoriser dans des compétences les comportements que l'on a pu avoir pour savoir en parler en entretien. Il y a des référentiels de compétences. Moi, ça a été une très bonne école chez Apple pour ça. Typiquement, le référentiel Lominger, c'est une classification des comportements dans 67 compétences qui vous permettent de pouvoir mettre des actions, des skills, des compétences donc, sur des comportements. Donc, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui avait eu une expérience en achat industriel avec des phases de vente et de négociation complexes, vous avez forcément travaillé sur des questions de négociation, de capacité à gérer la frustration, de capacité organisationnelle. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas mettre des catégories de comportement sur justement leur métier, leur expérience. Vous avez pu avoir un échec, vous avez pu avoir une expérience entrepreneuriale, faire un break d'1 an pour vous occuper de vos enfants ou vivre d'une passion. Vous avez forcément appris des choses que vous pouvez catégoriser et vous servir à l'entretien. Un entretien, c'est... en fait, on doit sortir une sorte de boîte à outils et réussir à expliquer des comportements qui vont être réplicables ou attendus dans une nouvelle expérience. Si on arrive à faire ça, je trouve que toutes les notions de reconversion, d'échec, on arrivera à les... pas à les oublier, mais à ce que ça soit un biais moins présent, je pense, en France. Et après, je pense que culturellement, on a une notion de l'échec qui n'est pas bonne, où c'est très culpabilisant pour les gens. Je pense que ça, c'est des choses qu'on doit réussir à casser peut-être plus jeune à l'école. On a quand même, en tout cas, un système de notation ou un système de valorisation de l'échec, je pense qu'il fait un peu partie de la culture, mais qu'on peut réussir à remonter. En moyenne, combien d'entretiens chez Welcome pour un poste? Combien de personnes vous recevez pour un poste? Donc nous, on distingue deux choses, mobilité interne et sur des recrutements externes. Mobilité interne, on a 2 entretiens. Un entretien avec l'équipe RH et un entretien à chaque fois avec le hiring manager, la personne qui va recruter le collaborateur, et sur lequel on fait monter une autre personne de l'équipe pour qu'elle puisse s'entraîner à faire passer des entretiens. On a vraiment une notion, nous, de répartition de l'effort et justement de capacité à pouvoir tous être des futurs recruteurs. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Sur l'externe, pour les stages et les alternances, on a 3 étapes. Ma question, c'était combien vous recevez de personnes pour un poste environ? Ça dépend des types de rôles. Je ne vais pas rentrer dans un truc trop cliché. Sur des postes de sales, c'est un métier qui est ultra tendu en ce moment. Toutes les boîtes en cherchent, il y a beaucoup de disponibilité. Je dirais qu'il y a en moyenne entre 60 et 70 candidatures. Là, j'ai ouvert un rôle qui est plus exposé dans mon équipe pour gérer les stratégies d'acquisition sur toutes les startups et toutes les PME en France. Et là, je sais pas, il y a 130, 140 candidatures. Mais on n'est pas sur des volumes. Il y a des fois des volumes, on en parlait tout à l'heure, quand on publie des offres sur LinkedIn, quand on publie des offres sur des gros moteurs de recherche d'emploi, des job boards. J'étais chez Apple avant, il y avait des fois 1500 candidatures. Sur ces moteurs-là, par contre, il y a un parcours candidat qui va candidater extrêmement rapidement, sans motivation, donc ça crée des gros volumes. Et c'est un peu une perte de temps, je trouve, pour les candidats et pour les recruteurs qui vont être noyés sous les candidatures. Je racontais tout à l'heure, j'avais candidaté dans une maison de luxe
en rentrant de Chine, avant de rentrer chez Apple. Elle a mis 9 mois à me répondre. Aujourd'hui, c'est impensable pour les candidats, pour les bons candidats. Et j'imagine qu'il y en a plein dans la salle ou pour les recruteurs d'être sur cet espace-temps. C'est-à-dire que c'est 1 mois maximum aujourd'hui l'attente. Et même 1 mois, vous allez perdre la moitié des bons candidats. Oui. Et tout à l'heure, tu l'avais un peu évoqué, comment un candidat peut bien se renseigner sur la boîte dans laquelle il postule, non seulement pour conforter son choix d'envie d'y aller, mais aussi pour être sûr que, comme tu le disais, les valeurs sont incarnées, les collabs le vivent bien. Donc, j'ai entendu Instagram, LinkedIn. Ouais. L'étape numéro 1 que je peux conseiller, c'est Welcome. Non, en fait, le candidat aujourd'hui, c'est un parcours de vérification. Il y a des tiers de confiance. C'est déjà où est-ce que le candidat a confiance pour prendre de l'information. C'est très personnel. Ce que je conseille, c'est d'aller vérifier quand même la cohérence, voilà, des informations. C'est génial si on voit qu'une société met en avant sa politique de télétravail sur Welcome, par exemple, et qu'elle va faire également quelque chose de similaire sur les réseaux sociaux, qu'elle va donner la parole aux collaborateurs sur LinkedIn pour pouvoir en parler, et qu'ensuite, ça soit quelque chose qui soit partagé sur un Glassdoor, par exemple. Donc je dirais que l'ordre des étapes, pour moi, je pense qu'elle est très dépendante de ce que l'on utilise au quotidien. Mais c'est un peu comme sur la blockchain. Je trouve qu'on a aujourd'hui la capacité de pouvoir utiliser des tiers de confiance dans le chemin que l'on fait pour aller vers une boîte qui a tout intérêt à pouvoir être triple, quadruple, checké. Ça se fait quand même assez rapidement. Et donc, toute cette journée, elle est organisée par Place de la Com, qui est un réseau de communicants. En interne, quels sont les outils de com interne qui fonctionnent pour vous pour fidéliser vos collabs? En outils de com interne qui sont liés un peu à la marque employeur. Qu'est-ce que vous faites pour... tu le dis, le marché il est tendu, il y a des... je pense que tout le monde est attiré. Les collaborateurs. Je crois que tu voulais me dire qu'est-ce qu'on fait pour utiliser du contenu qu'on distribue aux collaborateurs pour pouvoir... Non, ok. Ce qu'on fait... Bon, je pense que l'aspect sur lequel on est le plus connu et qui marche très bien, c'est que nous, on travaille 4 jours par semaine, payé 5, depuis 4 ans. Donc ça, en tout cas, c'est la partie visible de l'iceberg, je pense, de la marque employeur de Welcome. C'est vrai qu'on a une flexibilité sur le temps de travail où la conviction du fondateur de Welcome, c'était le travail, il n'a pas forcément d'espace-temps. Et on a été accompagné pendant 6 mois par une équipe avec 2 neurologues, avec un psychologue, avec un cabinet qui nous a aidés à modéliser le temps de travail. Au départ, ça n'a pas du tout marché. En fait, ce qu'on laissait, c'était un jour aléatoire pour que chaque personne puisse prendre son 5e jour, donc du lundi au vendredi. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des projets qui avançaient plus. C'était très dur de s'organiser, même pour les managers, et pour faire avancer certains projets sur lesquels on avait besoin d'une exécution rapide. Ça créait une charge mentale pour certains collaborateurs qui ne savaient pas si en fait, le 5e jour, ça allait vraiment travailler et de savoir ce qui était attendu de la part de la boîte. Donc, au bout de 6 mois, il y a quand même, in fine, un sentiment qui était positif sur l'introduction de ce concept et la flexibilité, mais on s'est rendu compte que dans les faits, en termes de cadrage, il y avait besoin que ça soit organisé. Donc désormais, ce que l'on a, c'est la possibilité de choisir entre le mercredi et le vendredi. Tous les 6 mois, vous pouvez refaire un choix pour donner votre jour préféré. On a ce système d'équité pour avoir un équilibre si votre premier choix, la première fois, n'a pas été accepté. Je trouve qu'en tout cas, ça rejoint bien les convictions, la communication qu'on a sur le sujet et la façon dont ça s'applique de façon concrète. Du coup, la semaine de 4 jours, chez vous? Plus globalement, je pense que c'est la confiance que l'on donne dans les collaborateurs pour pouvoir flexibiliser leur temps de travail. Donc, il y a le temps. Nous, on peut travailler aussi de n'importe où. Donc, on a aujourd'hui 112 personnes sur 320 qui travaillent en full remote. Donc, moi, dans mon équipe, j'ai une personne à Québec, j'en ai une à Lisbonne, j'en ai 5 à Marseille, à Nantes. Et vous voyez, ce matin, tout à l'heure, à la pause, je peux leur parler de la façon dont je pourrais leur parler si c'était à Paris. Je pense que c'est plus la notion, ce qui est révélé par, en tout cas, nous, cette caractéristique de pratique de travail. Il y a un sens autour de la confiance qui est très marqué par la dimension temporelle et spatiale qu'on donne au travail. Très bien. Comment un candidat peut checker que l'entreprise qui le recrute est dans les clous de la rémunération?
et dans les clous. Est-ce que... Ouais, je vois bien. Dans les clous, c'est dur. Il y a l'attente de la personne. Il y a pas de, enfin, en tout cas, en France, il n'y a pas de grille de rémunération légale, excepté la rémunération SMIC. En tout cas, on voit une tendance à ce que aux États-Unis, dans des États qui sont généralement qui avancent un peu plus vite en termes de législation et de capacité à sortir un peu des modèles traditionnels, le salaire devient obligatoire sur les offres d'emploi. Donc c'est le cas à New York depuis 2-3 mois, c'est le cas en Californie depuis 4 ou 5 mois. Là, ils sont en train de... Hier, il y a un membre du Congrès américain, justement, qui a reposté un de nos articles sur Welcome to the Jungle sur la semaine de 4 jours. Enfin, on est quand même dans un pays qui était assez contre ce genre de pratique et ils sont en train énormément d'avancer sur le sujet. Aujourd'hui, en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas encore obligatoire en France. J'ai l'impression, on a des sites avec lesquels nous on travaille, qui sont partenaires comme Indeed, qui sont en train de le mettre en place. Nous, on a à peu près un tiers des offres aujourd'hui sur Welcome, et des entreprises et des offres qui publient des fourchettes de salaire. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça augmente le taux de candidature et surtout les candidatures qui avancent et qui convertissent. On ne le fait pas encore, nous, chez Welcome to the Jungle. Je pense que ça fait partie de notre marque employeur ou de pratique RH. On n'a pas une grille transparente des salaires. On essaie d'être bon sur expliquer le pourquoi de la rémunération, expliquer, d'être très franc, d'être très transparent sur justement l'équité salariale entre les hommes et les femmes. Mais on n'a pas une grille transparente et on ne le met pas en fourchette. Donc je pense que ça reste... Il existe des sites de référence. J'ai entendu un oui dans la salle. Si je peux... Ah oui, allez-y. Vous pouvez consulter la convention collective en fait, de la société. Et il y a des accords de branche. Et de là, vous pouvez consulter les grilles de rémunération qui sont propres aux branches professionnelles. Et ça, c'est pas lié à la taille de l'entreprise ? Est-ce que vous entendez la réponse de cette dame ? Oui. Ouais, voilà. Parce qu'il y a cette notion aussi d'aujourd'hui, légalement, un peu comme les CSE ou l'obligation de pouvoir fournir des titres restaurants, il y a des choses qui sont liées aux tailles d'entreprise. Et en fait, comme nous, on adresse tous les types d'entreprises, on ne peut pas forcer aujourd'hui les entreprises à le communiquer de cette manière-là. En tout cas, il y a des sites qui donnent des tranches quand même de façon assez objective, comme Glassdoor. Moi, je t'allais consulter sur Glassdoor, par exemple, le niveau de rémunération de ce rôle qu'ils m'ont donné chez Welcome to the Jungle avant, en référence. Après, ça reste toujours des parenthèses de chiffres. Liées à ce que toi t'attendais. Enfin, il y a des choses très exactement. personnelles, mais... Ouais. Après, faut pas hésiter à poser la question, en tout cas, pour pas perdre de temps. Je pense que ça sert à rien. Là, j'ai eu un candidat pour le rôle qui m'a posé la question au premier entretien. Et enfin, moi, ça m'a pas offusqué pour que ça soit un bon pari pour lui. Il va investir du temps, il prépare ses entretiens. Il va en avoir 5 chez nous pour arriver en fin de parcours et qu'on lui dise en fait, non, c'est pas les 80 000 que tu imaginais, c'est 50 000. Ça peut être très déceptif. Et je trouve que ça peut ternir la réputation de l'entreprise qui est censée être une entreprise comme Welcome, très innovante, très progressiste. Merci. Donc, et je pense que c'est un bon point par rapport à comme la culture de l'échec ou la culture dont on parlait tout à l'heure, oui. Des biais. Je pense qu'on en a fait et c'est culturel aussi, mais on a vraiment quelque chose à venir casser sur ces idées de salaire. D'une, parce qu'aujourd'hui, c'est plus vrai, c'est pas le driver numéro 1 pour les collaborateurs. Ça reste un critère qui remonte en fonction des périodes dans les critères de choix. Aujourd'hui, les gens ont autant envie de savoir quel est le niveau de rémunération que quel est l'impact du job, les possibilités d'évolution, les critères de parité, la culture de la boîte, les valeurs. Enfin, je pense qu'il faut être moins timide par rapport à ça parce que c'est pas un gros mot de parler de salaire comme de parler de plein de sujets qui sont un peu tabous culturellement. Oui. On organisait une conf la semaine dernière avec Place de la Com sur le sujet et la personne d'un cabinet de recrutement disait que tout ça c'était fortement lié, mais elle mettait dans le top 3 la REM quand même. La REM, la culture, ce que véhicule l'entreprise, quelle est la note de la QVT, donc la qualité de vie au travail, et les valeurs de la boîte. Ouais, mais pareil, cette semaine, j'ai renvoyé, il y a eu le rapport LinkedIn pour conseiller les recruteurs sur les attentes des nouveaux collaborateurs de la génération Z, celle qui arrive ensuite. Numéro 1, il y a le work-life balance, mais pour moi, on est plutôt dans les questions de culture
de travail. Numéro 2, il y a les compensation and benefits, donc les questions de rémunération et d'avantages associés à la rémunération. Et de transparence. En fait, la rémunération, c'est pas à chaque fois sur une échelle de verticalité et de financière. Il y a quelle est la politique de rémunération de l'entreprise. Je pense que si vous dites aujourd'hui, en tout cas, j'ai une équipe qui est très féminine chez Welcome to the Jungle. Je pense qu'elle est plus sensible au fait qu'on n'ait aucun écart de salaire qu'au la valeur du salaire que l'on a par rapport à d'autres grosses startups parisiennes. Le troisième, ça c'est assez récent, même je n'avais jamais vu traduit comme ça, mais le critère qui monte le plus, qui accélère le plus en ce moment, c'est l'impact environnemental et la capacité à travailler dans un endroit où les gens et où le management c'est pas bienveillant, c'est agréable, positif. Ça, je pense que c'était pas exprimé avant. Enfin, personne avait la sensibilité de le traduire de cette manière-là. Maintenant, les gens sont à l'aise. Enfin, les candidats sont à l'aise pour dire je veux travailler dans un endroit où mon manager va être gentil. Et moi, j'aime bien dire, j'espère en tout cas que mon équipe dirait ça. Moi, je pense que je suis un manager qui est gentil, sensible. Je fais attention à ce genre de trucs, quoi. Ok, merci. Merci beaucoup. J'ai envie de vous entendre, vous. Est-ce que, par exemple, Maxime, tu es un manager gentil? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était concret? Est-ce qu'il manque des choses qu'on n'aurait pas évoquées? Non? Allez, si, oui. Moi j'aimerais bien une petite question. Personne qui a des questions sur... Ah. Attends, je te donne le micro. Merci. Je trouve que Welcome to the Jungle illustre assez bien dans sa ligne éditoriale les changements qu'on a sur le rapport au travail, d'une manière globale, sur la place du travail dans la vie des gens, etc. Trop souvent, et notamment avec les TPE, PME, et plutôt les TPE, je me retrouve, moi, dans ces sujets RH, où on organise une journée Human Day à laquelle vous participez l'année dernière, etc. Je me retrouve de plus en plus avec plein d'employeurs qui disent « les jeunes veulent plus travailler ». Je suis un peu démuni, moi, pour répondre à ça. Je vois que vous avez une vision assez globale des choses. Comment vous pouvez m'aider à répondre à ça ? C'est le sujet, en tout cas, de cette semaine de notre équipe éditoriale, justement, qui vient challenger ça en se disant, je crois que le dossier, ça s'appelle La Grande Flemme. Et en fait, on l'a barré, on a mis La Grande Flamme. En vrai, c'est pas vrai. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un sujet générationnel de dire la génération d'après, elle veut pas travailler. Mais en fait, ça, c'est un changement de rapport par rapport au travail. C'est vrai qu'il y a des attentes qui sont différentes. Et en fait, dès que c'est différent, on se dit que c'est moins bien. Moi, je pense que j'ai vraiment eu de la chance d'arriver chez Welcome et de progresser sur ce sujet-là. J'étais assez sceptique quand mon petit frère... J'étais chez Apple, ça faisait 8 ans, je progressais, j'avais des nouvelles responsabilités, c'était assez stable, c'était en CDI. En fait, j'avais peur comme ma mère quand je le voyais bouger de job comme ça tous les 6 mois et qu'à un moment, il s'est barré en Thaïlande pour être en digital nomade, qu'ensuite il a monté sa boîte pour faire de l'investissement locatif, que maintenant il est en CDI. Et en fait, c'est ces modèles qui changent d'une génération à l'autre. Et moi, je pense que j'étais pile entre deux générations. Et que là, c'est le modèle de Welcome qui me force à être dans cette actualité et dans cette modernité. Et aujourd'hui, je trouve que... Enfin, c'est pas vrai. Moi, je vois tous les jeunes, les plus jeunes collaborateurs qui rentrent chez Welcome to the Jungle, les gens que je vois en entretien. Voilà, les jeunes qui sont là, c'est pas parce qu'ils ont pas la flemme de travailler. C'est juste qu'ils ont des attentes différentes par rapport à la place du travail. C'est pas la même place que... quand même, moi, j'en parle à ma mère qui comprend pas que je travaille 4 jours par semaine. Mais je travaille 4 jours par semaine, je travaille plus qu'elle en termes d'heures de travail. Et donc, la flexibilité qui est demandée par les candidats, la façon de vouloir mettre une distance sur le travail quand, personnellement, on a un moment difficile à passer, elle est très différente. Le fait d'avoir ces concepts de pouvoir travailler n'importe où, ça n'existait pas avant. Donc, l'acceptation de ces changements-là, pour plein de petites entreprises, c'est difficile. Mais je pense que pour plein de grosses aussi. Moi, je suis souvent en débat avec mon beau-père, qui me dit « mais non, mais c'est pas possible de travailler 4 jours ». En fait, c'est possible. De travailler n'importe où, c'est possible aussi. Il y a plein de sociétés, plein de métiers pour lesquels c'est pas possible aujourd'hui. Et en même temps, on peut faire différemment pour ses collaborateurs. Il y a d'autres avantages à imaginer.
Mais je pense que c'est plutôt lié à une notion de résistance au changement. Est-ce que vous corroborez, je vois plein de jeunes, je me sens bien en disant ça, mais est-ce que vous êtes assez d'accord avec ça? Ouais. Vous avez envie d'en témoigner, de nous partager vos attentes à vous, la manière dont vous voyez le marché? Non. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous êtes venus là parce que vous étiez intéressés. Je pense qu'on est bon dans le timing. Mais il y a un truc qui est intéressant sur ça aussi. Ah mince, Non, je t'en prie. Non, on peut dépasser d'une minute et 45. Pour répondre encore à ça, moi, je ne veux pas prendre la parole à la place des gens qui sont les plus jeunes parce que ça aurait moins de sens maintenant que j'ai 37 ans. Mais dans les gens qu'on interroge, je trouve que le niveau d'éducation sur le sujet, il est beaucoup plus haut. Et donc, c'est comme si on avait une maturité sur le sujet du travail qui avait peut-être gagné 5, 10, 15 ans. Et en fait, je pense que c'est difficile pour les gens dans les entreprises d'avoir ce public aussi averti et qui sait déjà, 21, 22 ans, qui a envie de travailler ou qui questionne la responsabilité environnementale de la boîte. Moi, quand je suis arrivé en Chine, je n'ai pas questionné la boîte sur la responsabilité environnementale. Et je pense que maintenant, en tout cas, si j'étais à la recherche d'un nouveau défi, j'y viendrais questionner, dès la première question, la flexibilité sur la localisation du travail. Et je pense que Welcome a participé à ça, mais en fournissant du contenu de qualité, avec des journalistes, en mettant à disposition sur beaucoup de médias et plein d'autres médias ces sujets au centre de la table. Il y a beaucoup de sujets qui ont été accélérés. Je pense que la crise sanitaire, elle l'a également amplifié. Mais c'est positif, ça, pour moi, ça nivelle par le haut le fait que les gens soient sensibles à ce type d'information. Je trouve que c'est intéressant aussi que ça nous force à nous organiser différemment. Je l'ai raconté sur l'intervention précédente. J'ai une personne de mon équipe qui a perdu sa maman à la fin de l'année, qui m'a demandé à faire une pause. Je pense qu'il y a plein d'entreprises qui ne sauraient pas comment gérer ce moment-là. C'est difficile. On ne sait pas si c'est une pause parce qu'elle ne va pas revenir. On ne sait pas si c'est qu'elle en a besoin, quel va être le temps d'indisponibilité. On a une conversation super ouverte par rapport à ça. Et ce n'est pas facile. Enfin, même pour moi, ce n'était pas simple de devoir gérer cette conversation et ce moment-là pour cette fille dans mon équipe. Et elle m'a demandé à partir 3 mois. Je lui ai dit, mais trop bien, raconte-moi, qu'est-ce que tu as envie de faire pendant ces 3 mois? Est-ce que tu penses que ça sera assez suffisant en termes de temps? Et comment est-ce qu'on peut t'accompagner? Donc, le lendemain, je suis allé voir l'équipe RH pour aller négocier ces 3 mois. Elle avait été transparente sur le fait qu'elle avait besoin vraiment, après ce moment qui avait été difficile, de prendre du temps pour elle. Elle est partie faire un voyage en Amérique du Sud avec sa sœur. Elle revient ce lundi. Là, on organise un petit déjeuner trop bien pour son retour. Elle nous a donné des nouvelles toutes les 2 semaines de son voyage. Et en fait, je ne me rends pas compte à quel point c'est quelque chose qui est peut-être nouveau, mais l'écoute des collaborateurs de ces sensibilités-là, et ben en fait, elles arrivent aussi sur des parcours candidats. Et donc, mon conseil juste pour les recruteurs, mais même pour les gens qui gèrent des talents, d'écouter, de poser des questions, d'être le plus transparent possible, d'essayer d'être le plus à l'aise possible. Les frontières, elles ont tellement évolué entre le perso et le pro qu'aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est de gérer cette distance qui est un peu plus poreuse. Merci. Merci à vous. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. T'es encore là, Adrien. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci à tous.